En cette période de carnaval, on a eu droit à un festival de buts et d'essais de tous les côtés. La Roca Team voit un nouveau trophée lui filer sous le nez. Cyclisme et triathlon, ça va pédaler fort, très fort dans Azurément Sport. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Azurément Sport. On vous accompagne comme tous les mardis dans votre sortie de travail ou votre apéro pour les plus pressés. Bref, comme d'habitude, on va retracer pendant 45 bonnes minutes l'actu sport local de ces derniers jours et on refait le week-end avec vous, Quentin Barbaza. En hockey sur glace, très belle opération des Aigles de Nice après la défaite dure à avaler face à Marseille mardi dernier. Nos hockeyeurs se devaient de réagir et c'est chose faite. Grosse victoire 4-3 à Amiens. Les Niçois sont 7e au classement de Sinner Glass League Magnus avec respectivement 1 et 2 points d'avance sur Briançon et Chamonix. Avant-dernière journée de cette saison régulière demain soir avec la réception des Boxers de Bordeaux. Deuxième revers consécutif pour Nice en football américain. Cette fois-ci c'était face aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Score final 32-35. Les Dauphins tenteront de décrocher un premier succès cette saison à Marseille ce week-end. Les Iron Mask de Cannes l'emportent par contre face à Perpignan d'un petit point 22-21. Ils affronteront ce week-end Aix-en-Provence pour un potentiel 3/3 en ce début de saison. En rallye, duel entre fils de légende au Rochebrune. Elliot Delecourt, fils de François, affrontait Pablo Sarrazin, fils de Stéphane. Et à la fin, c'est Delecourt qui s'impose à domicile à Roquebrune-sur-Argent devant son rival pour 7 secondes. Avec sa Volkswagen Polo Rallye 2, il double Sarrazin au classement lors de la dernière spéciale. Première victoire en rallye pour lui. En judo, premier trophée pour Nice dans le championnat de France par équipe de clubs de première division masculine. C'était ce dimanche au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette. Nos judokas emmenés par leur président Mohamed Othman se sont défaits du double tenant du titre, le PSG, avant de coller une remontada à l'AJA Paris, 3 victoires à 2 après avoir été mené 2-0. En volley, il y a 10 soirs où tout réussit et où l'adversaire ne voit pas le jour. Nice a complètement asphyxié Tourcoing ce samedi à la salle Jean Marquis. Victoire écrasante 3-7 à rien. L'entraîneur Brice Donat a du mal à réaliser. Là, le terme, c'est vraiment époustouflant. On a vraiment fait un match incroyable dans tous les domaines. C'est une équipe qui est taillée pour gagner le titre de champion de France. Donc, c'est pour ça que notre victoire est encore plus fabuleuse parce que réussir à produire ce volley face à cette équipe, c'est juste incroyable. On a été monstrueux. Enfin, la distribution a été parfaite. Les attaquants ont été très bons. On a été vraiment bien en place sur le système bloc défense. On a freiné quasiment tous leurs ballons. On les a étouffés complètement dans le jeu. J'ai senti en fait qu'on était vraiment bien, qu'on avait de bonnes jambes, de bonnes réponses, individuellement et collectivement. J'ai pas une seule fois douté ou vu Tourcoing revenir dans la partie. On a toujours été devant, on leur a toujours mis une énorme pression. Ils ont toujours couru après le score, donc quand ils courent après le score, ils prennent moins de risques au service, ils prennent un peu moins de risques à l'attaque et on les a vraiment bien étouffés, quoi. Et les Niçois auront l'occasion d'enchaîner ce samedi à 7. Très beau succès aussi de Cannes à Tours 3-7-1. Les Dragons profitent que Paris ait été exempt pour leur voler la 8e place au classement. Les Cannois reçoivent justement les Parisiens ce samedi au Palais des Victoires à 19h. Enfin en National 2 de football, double match nul pour nos équipes de la Côte d'Azur. La SCAN est tenue en échec à domicile par Marignane-Gignac 2-2. 2 points perdus à 5 minutes de la fin du temps réglementaire pour les hommes de Damien Haute. Prochain match pour les Dragons, ce sera non pas samedi mais vendredi avec un déplacement à Saint-Priest. Le match face à Saint-Priest a été avancé en raison de la Coupe de France et le tant attendu quart de finale face à Guingamp mardi prochain. Et Grasse avait l'occasion d'en profiter pour reprendre le fauteuil de leader, mais là aussi, score de parité à Fréjus-Saint-Raphaël 1-1, un résultat logique pour le coach Louis Chabas. Les Grassois recevront Le Puy samedi au stade de la Paoute dans un match qui pourrait s'avérer être un vrai tournant dans la course à la montée. Et une fois n'est pas coutume, on reste sur les terrains de football avec le débrief des matchs de Monaco et Nice. Jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azurément Goal. On commence avec nos voisins monégasques. L'AS Monaco recevait Nantes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Malgré un début compliqué, tout s'est finalement bien passé, Baptiste Echen. Après sa défaite 0-1 à domicile mardi dernier face à Benfica en Ligue des Champions, Monaco avait à cœur de se reprendre devant son public. Pourtant, l'entame de la rencontre est nantaise. Au bout de quelques secondes, Maeshki est sauvé par son poteau suite à une frappe croisée de Mathis Ablin. Cette domination des Canaries va se concrétiser dès la 4e minute de jeu. Dans une défense monégasque aux abois, Moses Simon dégale parfaitement Ablin. D'un plat du pied, l'attaquant trompe le portier polonais et Monaco se retrouve déjà en grande difficulté. Les joueurs de la Principauté vont avoir un coup de pouce du destin
4 minutes plus tard, Vanderson est victime d'une énorme semelle de Nicolas Kotza. Le défenseur est alors logiquement expulsé et Monaco se retrouve en supériorité numérique. Et pourtant, à 11 contre 10, les joueurs d'Adi Hutter prennent du temps avant de faire basculer la rencontre. Face à une vaillante équipe nantaise, les Monégasques peinent à revenir au score. Mais juste avant la mi-temps, c'est chose faite par l'intermédiaire de la recrue hivernale Mika Bieret. Un but libérateur puisqu'une minute plus tard, Takumi Minamino est parfaitement trouvé dans la profondeur. Le japonais enchaîne avec une superbe reprise de volée et donne l'avantage aux siens. Et puis avant le défilé de chars, place Masséna, il y a eu un défilé de buts à Louis II. Dans le deuxième acte, Monaco déroule son jeu et coule complètement son adversaire. En l'espace de 5 minutes, Elias Benseguir fait le break et Bieret porte le score à 4-1. Ce dernier s'offre même un triplé sur penalty, son deuxième sous le maillot monégasque, et le Danois est déjà à 7 buts en 5 rencontres de Ligue 1. La fin du match et le calvaire sont longs, très longs pour Nantes. Georges Ilenikena, de retour de blessure, participe à la fête. Le joueur de 18 ans inscrit le 6e but monégasque, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et puis comme on dit, quand c'est trop bon, on ne veut pas que ça s'arrête. À la 95e minute de jeu, la lumière s'éteint pour les Nantais. Ilenikena inscrit son premier doublé en Ligue 1. Monaco inflige la plus grande défaite de l'histoire des Canaries, 7-1, et les sourires sont retrouvés sur le rocher. Avec 40 points, les Monégasques se trouvent au pied du podium de Ligue 1. Un plein de confiance et une victoire exceptionnelle pour Monaco juste avant son rendez-vous à Lisbonne ce soir. Un match crucial pour son avenir en Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h avec un but à rattraper sans Vanderson, Zakaria et Al-Mousrati. Tous les trois suspendus. Le lendemain, Nice a brillé sur la pelouse du Havre 3-1. Le gym avait pour mission de conserver sa place sur le podium et c'est chose faite, Baptiste. En plus de la fête dans le centre-ville niçois, elle était également en Normandie avec son trio d'attaque Shaw, Guessant et Laborde. Francaise met toutes les chances de son côté pour repartir avec les 3 points. Au quart d'heure de jeu, l'homme en forme côté niçois, Evan Guessant trouve Gaëtan Laborde en retrait. Le métronome trompe parfaitement Mathieu Gorgelin au premier poteau et ouvre le score. Il inscrit son 9e but de la saison. Guessant, très bon devant le but mais aussi important dans le jeu, délivre sa 5e passe décisive. Mohamed Ali Shaw met la pression dans la défense avraise. À la suite d'un centre de Jonathan Kloss, Etienne Youté Kinkoué se jette et trompe son propre gardien. Nice fait le break après seulement 18 minutes de jeu. Le gym va baisser en intensité et laisser des espaces dans sa défense, à l'image de Yacine Keshta, qui se retrouve seul à l'entrée de la surface de réparation niçoise. Le Marocain arme sa frappe et envoie un missile dans la cage de Marcin Bulka. La main ferme du Polonais n'y peut rien et les espoirs renaissent côté havrais, 2-1 à la mi-temps. Et pendant 45 minutes, il ne se passe pas grand-chose, mais Nice va se faire une belle frayeur dans les arrêts de jeu. Tout en contrôle, les Niçois maintiennent ce score, synonyme de victoire importante. Le Havre va tenter de jouer un mauvais tour au gym, mais rien n'y fait. Les Havrais ne trouvent pas la solution. À la 91e minute de jeu, Melvin Bard est expulsé et Nice finit la rencontre à 10. Le Stade Océane exulte et y croit de nouveau. Pourtant, cette exclusion n'aura aucune conséquence pour le gym, bien au contraire. Dans la foulée, Jérémy Boga, de retour de blessure, accélère dans la profondeur. Sur son côté gauche, il prend son temps pour ajuster sa passe et servir parfaitement Sofiane Diop. Ce dernier n'a plus qu'à conclure dans un but quasiment vide. Nice finit fort et met son adversaire à terre. Le gym reste dans le trio de tête et enregistre un 11e succès en Ligue 1 cette saison. Week-end parfait donc pour nos clubs azuréens. Nice et Monaco sont tous les deux à 40 points, mais la différence de but place le gym 3e au championnat. Prochain rendez-vous dimanche à l'Alliance face à Montpellier. Coup d'envoi à 17h15. Et on file à 100 km du Havre pour rejoindre Caen et son parquet de basket. Jingle. Mike Teams, c'est parti pour Azurément Clutch. On revient sur la Leaders Cup 2025 et le parcours de l'AS Monaco Basket avec 3 matchs en 3 jours. On rappelle rapidement ce qu'est la Leaders Cup, une compétition intense rassemblant les 8 meilleures équipes de la phase allée de Betclic Elite, mais surtout du suspense et des performances incroyables. La Roca Team débutait ce vendredi par un quart de finale piège face à Bourg-en-Bresse. Comment s'est passée l'entrée en lice des Monégasques, Lisa Fernandez-Martins ? Eh bien, Monaco n'a pas livré le début de match que l'on attendait. À la fin de la première mi-temps, le club de la Principauté accuse 5 longueurs de retard sur son adversaire. L'adresse longue distance fait défaut et la défense monégasque peine à contenir les assauts adversaires. 51 points encaissés. C'est au retour des vestiaires que tout se joue. En seconde période, les hommes de Vassilis Panoulis ont retrouvé leur collectif et haussé l'intensité des deux côtés du terrain. La défense a resserré les rangs et offensivement, les Monégasques ont trouvé plus d'adresse. Ce switch a provoqué plusieurs pertes de balles adverses et mis la pression sur les Burgiens. Cette force mentale et physique est finalement venue à bout de la JLB et a permis à Monaco de renverser son adversaire. Malgré un double-double d'Hugo Benitez
à Bourg-en-Bresse, la Roca Team s'impose 101 à 88. Mike James a été le grand artisan de cette victoire. Dès le premier match, il livre une performance XXL digne de la NBA, 31 points scorés. Eli Okobo lui aussi solide avec 18 unités, 2 passes décisives et 3 rebonds. Monaco se fait peur mais parvient à décrocher la victoire qui les envoie en demi-finale contre l'Asvel. Un gros choc, non ? Un énorme choc, c'est clair, sans doute le plus attendu de la compétition. Monaco a signé une grosse performance. Dès l'entame du match, la Roca Team a pris feu. L'Asvel, pourtant réputé pour sa défense, a pêché dans ses replis et n'a rien pu faire face à cette avalanche offensive. À la mi-temps, Monaco mène déjà de 12 points. Villeurbanne tente une révolte au retour des vestiaires, profitant d'un léger relâchement monégasque pour réduire l'écart à 8 points. Mais comme face à Bourg, Monaco a su remettre un coup d'accélérateur au bon moment. Mike James a une nouvelle fois été impérial avec 17 points et n'a pas été le seul à porter offensivement le rocher. 4 autres de ses coéquipiers s'inscrivent dans le tableau des scoreurs à 10 points ou plus, à savoir Alpha Diallo, Mathieu Strazel, Eli Okobo et Mam Jaite, tous appuyés par Peter Corneli des deux côtés du terrain. Grâce à cette prestation collective de haut niveau, Monaco s'impose 91 à 78 et valide son billet pour la finale. Une finale qui l'oppose face au Mans, et là, le début de match a été compliqué à tel point que les Monégasques ont pris une sacrée pâtée. Et oui, après 9 minutes de jeu, Monaco est déjà mené 28 à 10. Le Mans a démarré la rencontre sur un rythme infernal, trouvant des solutions en attaque et verrouillant parfaitement les principales menaces monégasques. Tout cela avec un effectif amoindri. Noah Penda et Tachon Thomas absents laissent les Manceaux combattre à 8. Monaco a tenté de réagir. Mike James a multiplié les exploits individuels encore une fois, réussissant plusieurs tirs longue distance sous pression. À plusieurs reprises, Monaco est parvenu à revenir sous la barre des 10 points, mais à chaque fois, Le Mans a répondu avec un tir décisif ou une action défensive clé. Le score final 104 à 96 en faveur de l'adversaire de la Roca Team. Monaco a tout tenté, mais Le Mans a fait preuve d'une solidité impressionnante et a poussé à commettre des erreurs. Avec cette victoire, le MSB décroche son 4e titre en Leaders Cup. Elle devient l'équipe la plus titrée avec 4 coupes depuis la création de la compétition en 2003, devant Monaco justement. Et malgré la défaite en finale, il y a eu de grosses performances individuelles côté monégasque. Surtout une énorme perf, celle de Mike James, un phénomène sur l'ensemble du tournoi avec une moyenne de 25 points par match. Lors de la finale, il a encore repoussé ses limites en inscrivant 29 points et en délivrant 5 passes décisives. Dès son premier match, il avait déjà réalisé sa meilleure performance de la compétition. Si Monaco n'a pas soulevé le trophée, cette Leaders Cup a montré la force offensive et la cohésion du groupe. Cependant, la défense a parfois été prise en défaut, notamment face au Mans. C'est le point à travailler depuis le début de la saison et ils devront réellement l'accentuer pour la suite. Justement, cette suite, c'est du costaud. Réception de l'Asvel mardi prochain en Coupe de France. Ensuite, déplacement à Milan en Euroleague, puis à Cholet en championnat avant un back-to-back face à Paris. La Roca Team profite de cette trêve pour se renforcer à l'intérieur avec l'arrivée de l'Allemand Daniel Theis en provenance des New Orleans Pelicans. On file vers les terrains de rugby maintenant avec Azurément Moll Jingle. On commence par la Pro D2 où le Stade niçois a perdu pour la 13e fois d'affilée, cette fois face à Brive, 29-10. Mais soyons honnêtes, le score ne reflète pas du tout la réalité du match, non Malo ? Oh, c'est clair Bastien, pendant 1 heure, Nice a donné une véritable leçon de résistance à Brive, un club qui rêve de remonter en top 14. C'était presque cruel comme scénario en première mi-temps, même avec 2 cartons jaunes. Les Niçois étaient impressionnants, ils encaissent 3 points sur une pénalité. Mais ensuite, c'est eux qui frappent les premiers avec un essai d'Inoumi après un ballon porté, un essai digne des plus belles écoles du rugby où les 3/4 viennent prêter main forte aux avants. Et la surprise, à la mi-temps, le public Domenech siffle son équipe comme s'il venait de voir un film où les méchants gagnent. Mais non, c'est Nice qui dominait. C'est fort, surtout à 14 contre 15, mais Brive a finalement trouvé la solution. Alors qu'est-ce qui a fait basculer le match, Malo ? Le banc Bastien, Brive a sorti son joker de luxe, sa profondeur d'effectif. Dès le début du second acte, Ferté se met à jouer à la mêlée comme un chef dynamique du jeu. Persin-Roch et Serboudou. Derrière, Relevou conclut en puissance. Et là, c'est l'avalanche. Nice répond par une pénalité de Gimbert, mais Brive ne perd pas de temps. Coria Marchetti marque après une séquence de pick and go. Puis Pimienta fait sa meilleure imitation de magicien en cassant 2 plaquages avec une feinte de passe magique. En 10 minutes, voilà le score à 22-10 et en fin de match, Fressénon offre à Brive le bonus offensif avec un 4e essai. C'est fini,
Mais quelle bataille! Le Stade niçois compte désormais 21 points de retard sur Aurillac. Prochain rendez-vous ce vendredi avec la réception de Montauban. Coup d'envoi 19h30 au stade Marcel Volo. Passons au top 14 maintenant et Toulon frappe fort en allant s'imposer à Montpellier 30-38. Une vraie victoire d'anthologie, Malo. Ah, tu l'as dit, Bastien, c'était digne des plus grands récits épiques. Et Montpellier commence bien avec un essai de Ratez, mais Toulon répond avec la même intensité. Leur secret, l'efficacité. 2 essais sur envoi en première mi-temps. D'abord Serein qui joue à l'éclair, puis Saint-Zel lancé à pleine vitesse. 2 coups de poignard qui laissent Montpellier pantois. Et mention spéciale à notre niçois Jérémy Saint-Zel qui a marqué son premier essai en 4 ans. Il avait presque oublié ce goût-là, non? Absolument, son dernier remonte avec le maillot Rochelet au stade Marcel Desflandres. Avec cet essai, ça s'est joué devant. Toulon a fait parler la puissance. Le Corvette, après un travail énorme des avants, marque sur un pick and go. Puis Gigashvili, après une mêlée conquérante, s'arrache dans l'embut. Et puis Bigard se drop assassin juste après une pénalité de Montpellier. C'est du grand art. Toulon, c'est ce genre d'équipe où chaque mouvement semble chorégraphié à la perfection. Et comme d'habitude, ce beau jeu est toujours orchestré par le même joueur, Malo. Oui, encore et toujours Baptiste Serein, le maestro de cette équipe. Il marque le premier essai avec un éclair de génie, puis enchaîne avec un 50-22 parfait qui amène l'essai de Le Corvette. Et tout au long du match, il dicte le tempo avec une maîtrise qui frôle la perfection. C'est incompréhensible qu'il ne soit pas dans la liste du 15 de France. Mais bon, tant mieux pour Toulon, non? C'est sûr que sans lui, Toulon n'est pas la même équipe. Une victoire à l'extérieur, mais surtout une victoire qui leur permet de se replacer au classement. Exactement, Toulon est 2e à égalité avec l'UBB. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est l'état d'esprit. Gagner 3 fois à l'extérieur, c'est plus qu'une performance, c'est une déclaration de force. Ce groupe vit bien avec des leaders comme Serein, Bigard et Villiers. Toulon est taillé pour aller loin. Très loin. Et avec le calendrier qui les voit recevoir Toulouse et Bordeaux, 2 concurrents directs, il y a de quoi y croire. Prochain match pour les Varois samedi face au Stade Français, coup d'envoi à 16h30 à Mayol. On est tout juste à la moitié de cette émission, c'est l'heure du ravito. T'es grand aujourd'hui, t'es très grand, allez mon grand. Bonsoir Andrea Mifsud. Bonsoir. Alors avant de vous poser quelques questions, on va revenir sur ce qu'il s'est passé ce week-end. Vous ainsi que vos coéquipiers du team Nice Métropole Côte d'Azur avez posé vos roues du côté du Tour de la Provence le week-end dernier. Vous n'étiez pas là pour faire de la figuration, bien au contraire. Maxence Mullier, racontez-nous ce qu'il s'est passé. Et le Tour de la Provence se déroulait sur 3 étapes cette année. La première étape avait lieu entre Marseille et Saint-Victoré avec 175 km au compteur. Une étape plutôt casse-pattes avec au menu le col de l'Espigoulier et ses 9 km à presque 6% de moyenne. Et le col de Mazog, long de 7,6 km à 6,6% de moyenne. Dès l'entame, la formation Arkea BNB Hotel durcit la course et fait exploser le peloton en plusieurs parties. Seul Damien Girard et vous, Andrea Mifsud, parvenez à vous maintenir dans le premier peloton qui comptait seulement une trentaine d'unités. Puis à 40 km de l'arrivée, Girard attaque et passe en tête du GPM de Bélocène. Mais cette attaque vous fait mal, Andrea, et vous n'arrivez pas à accrocher les roues. Vous étiez tombé malade après l'étoile de Bessèges et votre magnifique 8e place sur l'étape Rennes au Mont-Bouquet. Vous ressentez alors le manque d'entraînement et laissez filer le peloton. Damien Girard, quant à lui, est le premier niçois à franchir la ligne à la 40e place. Et la deuxième étape de 169 km entre Fourcalquier et Manosque sur un parcours accidenté était tout aussi mouvementé que la première, avec un niçois à l'avant une bonne partie de la journée. Effectivement, Bastien, Damien Girard, qui avait glané quelques points la veille, a une idée derrière la tête et décide de partir en échappée avec 3 autres fuyards. Cette journée à l'avant lui permet de passer en tête de 2 des 3 GPM de la journée et de monter sur le podium à l'arrivée à Manosque pour revêtir le maillot de meilleur grimpeur. L'échappée sera reprise à 30 km de l'arrivée par le premier peloton de seulement 30 coureurs où figure un seul aiglon, à savoir vous, Andrea Mifsud, qui êtes bien placé dans ce groupe. Mats Pedersen et Matej Mauric décident alors de s'extirper du peloton et de faire la course à 2. L'écart grimpe jusqu'à 50 secondes pour les 2 hommes de tête et la victoire est alors promise à l'un des 2 fuyards. Vous tentez alors le coup du kilomètre pour essayer de monter sur le podium, mais ce n'est pas au goût de tout le monde. Vous serez repris à 800 mètres de la ligne et terminerez 28e. La victoire revient à Mats Pedersen qui s'empare également de la première place du classement général. Mais il faudra attendre cette dernière étape entre Rognac et Arles pour voir le collectif niçois récolter les fruits de son week-end rondement mené. Une étape longue de presque 200 km, propice aux sprinteurs, mais qui a failli aller au bout pour l'échappée composée de 6 unités, dont Damien Girard avec sa tunique de meilleur grimpeur. Une étape à plus de 48 km/h de moyenne où les échappés se font reprendre juste avant la flamme rouge. Pendant ce temps, les Niçois, eux, sont bien placés dans le peloton. Andrea, vous étiez aux avant-postes avant les 10 derniers kilomètres, avant de laisser votre place à Alex Narbonne Zuccarelli jusqu'aux 5 dernières bornes. Puis
aux 3 derniers kilomètres. Dylan Massa, le jeune de 18 ans, le dernier étage de la fusée niçoise, permet au néerlandais Alexander Konijn d'être dans les meilleures dispositions pour ce sprint. Ce dernier évite la chute de Pascal Ackermann et vient terminer à la 3e place de cette étape. L'étape sera remportée par Sam Bennett et le classement général revient à Mats Pedersen pour la 2e année consécutive. Un week-end conclu en beauté pour le Team Nice Métropole Côte d'Azur, avec vous, André Amif Sud, qui avait montré qu'il fallait compter sur vous pour les échéances à venir. Damien Girard remporte quant à lui le maillot de meilleur grimpeur. Les Aiglons seront sur leur route ce week-end avec la Classique VAR et le Tour des Alpes-Maritimes. On va y revenir dans quelques instants. Déjà, comment s'est passé ce week-end à la sortie de cette maladie ? Déjà, je tenais à vous remercier pour votre invitation ce soir. Maxence a quand même bien résumé les résultats du week-end du Team Nice Métropole Côte d'Azur. C'est vrai que la première étape était une étape quand même assez exigeante. C'était la plus dure en termes de dénivelé sur ces 3 jours. Et l'équipe Arkea a un peu décidé de faire un coup de Trafalgar, comme on a l'habitude de dire dans le vélo. Donc, juste avant la mi-course, ils ont décidé de faire exploser le peloton. Donc, ça a un peu rebattu les cartes en termes de tactique. Et après, sur cette 2e journée, Damien Girard qui prend l'échappée, qui va faire les points du grimpeur. C'est un objectif fixé par l'équipe au préalable, donc c'est chouette qu'on ait réussi à garder le maillot. Et moi, je me suis un peu illustré sur la 2e étape du côté de Manosque en essayant d'aller chercher la 3e place derrière quand même 2 monstres que sont Pedersen et Matej Mohoric. Et enfin, le dernier jour, on est resté mobilisé et on a tenté d'emmener au sprint notre sprinter hollandais Alexander Konijn, et ça s'est conclu par une belle 3e place, donc vraiment un week-end fructueux. Alors on a cru entendre par une source sûre une petite douleur au pied, on espère rien de grave. Ouais, dernière étape un peu compliquée pour moi, j'ai dû me relever à 10 km de l'arrivée, mais j'ai quand même effectué le boulot et je suis vraiment content que Alex ait fait cette 3e place. Vous avez eu l'occasion de vous montrer avec la sélection maltaise sur les championnats du monde à Zurich en septembre. Racontez-nous un peu cette aventure qui est, on imagine, inoubliable. Effectivement, c'était une aventure assez particulière. C'était ma première représentation pour Malte. J'ai été sélectionné dans les catégories jeunes en équipe de France. Néanmoins, maintenant chez les professionnels, j'ai fait le choix de ma nationalité sportive, donc maltaise. Et c'était un honneur de représenter les couleurs de mes ancêtres sur ces championnats du monde, et j'ai hâte de continuer à les représenter sur les futures échéances. Et d'ailleurs, c'est quoi les futures échéances avec la sélection maltaise ? Alors, je devrais normalement participer aux championnats d'Europe et aux championnats du monde cette année. Et en plus de ça, il y aura peut-être les jeux des petits pays européens qui se dérouleront à Andorre au mois de mai. Donc c'est encore en discussion. Donc ça ferait 3 représentations, quoi. Ok. Justement, on sait que c'est jamais évident de faire un choix de sélection quand on a la double nationalité. Vous vous positionnez de quel côté, vous ? Est-ce que vous êtes plus du côté... Je rêve de participer, de représenter mon pays natal avec le plus haut niveau possible, ou peut-être avoir plus de chances de participer avec mon pays d'origine et de se montrer, même s'il n'y a pas grande chance de gagner. C'est un peu des deux, hein, honnêtement. C'est une fierté de pouvoir représenter le pays de ses ancêtres. Et deuxièmement, ça me donne l'opportunité également de participer à ces courses-là. Je sais que je reste lucide. Être sélectionné en équipe de France à l'heure d'aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc ça m'ouvre les portes des championnats d'Europe et des championnats du monde qui sont des courses mythiques. Hein. Ça dessert un titre, donc c'est des courses auxquelles il faut participer. Et c'est des courses très très dures sur lesquelles, malgré mes 25 ans, je continue d'apprendre et de prendre de la caisse. Donc c'est vraiment chouette. Et puis on peut le dire, il n'y a pas que les championnats d'Europe et les championnats du monde avec Malte, il y a aussi, vous l'avez dit, les Jeux des petits États d'Europe, mais également les Jeux du Commonwealth, donc avec de nombreux coureurs, dont par exemple Mark Cavendish qui a déjà participé, ou Geraint Thomas, David Millar, qui est également né à Malte. Exact. Qui, on peut le dire. Là, ce week-end, vous allez faire la Classique VAR, donc vous êtes à domicile, et le Tour des Alpes-Maritimes. Le parcours, vous le trouvez comment ? Je le trouve très très difficile cette année. La Classique VAR, donc vendredi, on va partir du Luc pour arriver au sommet du mur de faïence.
c'est une approche qui va être très compliquée avec les gorges du Blavet. Je sais pas, pour les connaisseurs un peu de cyclisme, c'est une petite montée sympa à réaliser. Et après, direction Bagnoles en forêt et le mur de faïence. Donc c'est des routes qui vont être très, très dures. Le peloton va avoir du mal, je pense, à contrôler tout au long de la journée. Et puis l'arrivée au sommet du mur de faïence, très, très difficile, hein, avec des pentes à plus de 24%. Donc va falloir serrer les cale-pieds et donner le maximum. On va y revenir justement un peu sur vos objectifs et votre vision aussi plus globale du cyclisme. Vous êtes toujours sur EDGFM dans Azurément Sport. On revient juste après ça. Tous les jeudis, retrouvez la matinale d'Exact. Notre équipe de journalistes fait le tour de l'actualité de la semaine à partir de 8h30 pour tout vous expliquer. Politique, économie, culture ou encore sport, on vous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La matinale d'Exact, c'est tous les jeudis à 8h30 en direct sur EDJFM. En direct dans Azurément Sport, la 14e émission de cette année. Maxence, vous avez une question pour Andrea? Oui, je voulais revenir sur la Classic VAR qui arrive à Fayence. Et vous avez participé pour la première fois avec Swiss Racing Academy, qui est devenu Tudor aujourd'hui, en 2021. Donc votre première course, c'était le Tour des Alpes-Maritimes, qui s'appelait le Tour du Haut-Var à l'époque. Et la première arrivée, c'était au mur de faïence, oui. Et vous étiez dans l'échappée. Donc c'est un parcours que vous connaissez quand même déjà très très bien. Oui, effectivement, c'est un parcours que je connais très bien parce que je l'ai effectué en course. Mais mis à part ça, c'est des routes que j'emprunte toute l'année, toutes les saisons. Donc c'est des routes que je connais par cœur. Qu'est-ce que vous visez concrètement? On a vu vous êtes beaucoup montré le week-end dernier. Est-ce que c'est à peu près le même objectif? Ça va être quand même aussi tout autant, voire plus relevé ce week-end? Ce week-end, l'objectif clairement c'est d'aller chercher un gros résultat sur une des 3 étapes, ou une des 3 journées, ou sur les 3 journées si possible. Et on est un collectif qui monte en puissance. On a fait une belle étoile de Bessèges, on a réalisé un super Tour la Provence. Donc on est vraiment gonflé à bloc sur nos terres ce week-end et on va essayer de porter haut les couleurs du Team Nice Métropole Côte d'Azur. Et comment vous vivez un peu ce cyclisme? On parle beaucoup de cyclisme à 2 vitesses avec des coureurs, des équipes qui sont tellement au-dessus que pour certains on se demande comment c'est de participer en ayant un peu le sentiment d'avoir perdu d'avance. Oui, c'est sûr qu'il faut rester optimiste, même s'il y a des gros écarts de budget entre les équipes professionnelles. Nous, on n'a pas, c'est pas un secret, hein, on n'a pas un énorme budget comparé aux équipes comme Ineos, Jumbo ou Bahreïn par exemple. Néanmoins, on participe aux mêmes courses et on se bat avec nos armes. Donc, on essaye de faire des coups tactiques. On doit être encore plus assidu et c'est pas impossible parce que Alexandre fait 3e ce week-end sur la dernière étape du Tour la Provence. Moi, je fais top 10, je fais 8e au Mont Bouquet sur l'étoile de Bessèges. C'est l'étape reine qui chaque année voit sacrer un très très grand grimpeur au sommet. Donc, c'est des signaux quand même positifs et on arrive rempli d'espoir pour ce week-end. Et vous venez de parler de l'étoile de Bessèges d'ailleurs, donc vous faites 8e en haut du Mont Bouquet, c'est l'étape la plus difficile avec des conditions vraiment dantesques, oui. Avec même la neige au sommet. Il y a eu beaucoup de bruit autour de Bessèges avec la sécurité. Est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas assez protégé sur les courses? Il y a plusieurs paramètres, à mon sens, qu'il faut remettre en question. Nous, on roule de plus en plus vite, notre matériel est de plus en plus performant, et malheureusement, les routes sont faites pour ralentir les voitures de plus en plus. Donc, on se heurte au mobilier urbain, aux dodanes, aux îlots, aux trottoirs tout au long de la journée. Les organisateurs font de leur mieux pour qu'on soit en sécurité. Néanmoins, c'est compliqué parce que nous on roule très très vite dans les agglomérations, on roule à plus de 50 km/h, donc on prend les dodanes, les trottoirs, il faut redoubler de vigilance parce que on roule en peloton, on est les uns collés aux autres, on roule à 2 cm, 3 cm les uns des autres. Il faut faire gaffe où est-ce qu'on pose nos roues en termes de trajectoire, donc c'est un tas de paramètres à gérer et si l'organisation est défaillante sur certains points, forcément nous ça nous met en danger. Donc c'est vrai que sur l'étoile de Bessèges, il y a eu quelques accros avec des voitures qui se sont retrouvées sur la course alors que normalement la route devrait être fermée. Ça a causé malheureusement quelques chutes et quelques abandons. Donc le vélo, c'est quand même un sport qui est très très dur.
Donc si en plus on n'est pas irréprochable du côté de l'organisateur, c'est compliqué. Vous sentez une tension grandissante dans le peloton ? Je dirais pas que c'est une tension, mais il y a plus une prise de conscience, et je dirais que les coureurs sont plus autoritaires dans leur approche et dans leur métier, parce que nous on fait beaucoup d'heures d'entraînement, la route c'est notre terrain de jeu, donc à l'entraînement c'est quand même très compliqué, on se heurte parfois au comportement des automobilistes qui est pas toujours irréprochable, même s'il y a des cyclistes qui crient des feux rouges, qui font des erreurs également, hein. Je dis pas que c'est pas tout blanc ou pas tout noir, mais la route c'est notre terrain de jeu, et il faut que les automobilistes aussi le comprennent. Nous on n'a pas de protection, on n'a rien, quoi, on n'a pas de carrosserie, donc si on va au sol, concrètement on met notre vie en danger, donc il faut faire très attention. Pour finir, Dan, une petite question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je sais pas, je suis un peu superstitieux, mais je dirais une victoire, ouais. Ça serait bien, une victoire. La première victoire du Team Nice Métropole, ça serait cool. Parfait. Merci Andrea Michel Merci à vous été avec nous. On continuera de vous suivre sur les routes de la Côte d'Azur, et ce dès ce week-end avec la classique VAR et le Tour des Alpes-Maritimes. Départ de Saint-Raphaël ce vendredi pour une arrivée à Vence ce dimanche. En triathlon, ça a bougé ce week-end. Un athlète azuréen a fait ses débuts dans la cour des grands. Yanis Seguin, triathlète raphaélois, était aligné sur la première manche de Coupe du Monde à Abu Dhabi. Racontez-nous, Lucas Godin. Oui, Bastien, après une saison 2024 exceptionnelle avec un titre de vice-champion d'Europe, plusieurs top 10 en Division 1 et en Coupe d'Europe, Yanis Seguin a été sélectionné par la Fédération française de triathlon pour participer à la première manche de la World Triathlon Series à Abu Dhabi. Au programme de cette première épreuve de la saison, un format sprint avec 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et pour finir 5 km de course à pied. Et comment s'est passée cette première pour Yanis ? Yanis Seguin, 24 ans, originaire de Saint-Raphaël, s'est confronté à l'élite du triathlon mondial et forcément c'est pas facile. Face à lui, le néo-zélandais Hayden Wilde, vice-champion olympique, ou encore Matthew Hauser, vainqueur de plusieurs Coupes du Monde. La concurrence était bien présente et Yanis a répondu présent sur la première partie de course en natation et cyclisme. Il pose le vélo en 9e position avec le groupe de tête avant de mettre le frein à main sur la partie pédestre. Le triathlète raphaélois termine à la 27e place à un peu plus d'une minute du vainqueur du jour, Hayden Wilde. Sur cette étape, le néo-zélandais s'impose au sprint devant l'Australien Matthew Hauser. Le Portugais Vasco Vilaça complète le podium. Yanis Seguin s'est exprimé à notre micro après sa course. La natation, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait un start pas trop rapide, au moins ça m'a pas trop mis dans le jus. Et après, je nageais assez facilement au train sans lâcher trop d'énergie. Après, j'ai fait une bonne transition, un début de vélo assez costaud avec les 2 premières minutes à quasi 500 watts. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Après, j'ai un peu subi tout au long de la course. J'ai eu du mal à me replacer sur le vélo avec le vent, avec les mouvements de pack. Puis à l'approche de la transition, j'ai fait un gros effort, ce qui m'a beaucoup coûté. Et franchement, en courant, sur le début de la course à pied, j'étais vraiment mort. J'étais sec, j'avais plus rien. Et donc, j'ai essayé de maintenir le pace, mais chose que j'ai pas du tout réussi à faire. Et du coup, je finis 27e. Après, il y a quand même pas mal de points positifs dans ma course. Donc, je suis assez content. Mais globalement, la performance me satisfait pas. Une première sélection qui en appelle d'autres pour le jeune triathlète azuréen. On continuera de suivre les exploits de Yanis Seguin avec l'équipe de France cette saison. Une odeur de médaille et de victoire a embaumé jeudi dernier le palais Nikaya. La ville de Nice a organisé pour la première fois depuis 2020 les Victoires du sport, un événement récompensant tous les sportifs de la métropole ayant obtenu des résultats sur le plan national en 2024. Quentin Barbaza, vous y étiez présent, il y avait du beau monde et vous avez passé une belle soirée. 4000 personnes étaient présentes au palais Nikaya pour applaudir et féliciter les 464 médaillés niçois récompensés jeudi dernier par la ville. Jamais autant d'athlètes n'avaient pris part à ces Victoires du sport depuis leur création en 2008. Prouvant que le sport niçois est en très bonne santé et surtout obtient de très bons résultats. Des sportifs de tous âges, tous sports confondus, venus de tous horizons, mais ayant un point commun, ils sont tous montés sur un podium national en 2024. Je viens d'avoir 80 ans, j'appartiens au Nice Métropole Athlétisme, 3 fois champion de France. 60 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Et ça me permet aussi de dire, je ne veux pas vieillir. Je m'appelle Hassan Masgad, je suis combattant au Maccabi Nice et je représente le sport du jiu-jitsu brésilien. J'ai fait médaillé d'or, ça représente beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Je m'appelle Manatea Mathieu, je fais du water-polo et l'année dernière on a fait vice-champion de France avec l'Olympique Nice Natation. Je suis très content d'être ici, à toute l'équipe. C'est toujours bien d'être vu aux yeux de la ville, le travail qu'on donne tous les jours, 2 fois par jour, c'est gratifiant.
Pour la première fois depuis la crise sanitaire, la ville de Nice a décidé de remettre à l'honneur ses sportifs, surtout après une année 2024 riche en émotions et en événements sportifs, comme tient à souligner le maire de Nice, Christian Estrosi. Les gros événements que nous avons eu à organiser avec l'arrivée du Tour de France, le championnat du monde d'Ironman, la Coupe du monde de rugby et bien d'autres encore ont amené à réorganiser, à restructurer les équipes pour pouvoir offrir aux sportifs niçois cette retrouvaille avec cette grande rencontre annuelle. Désormais, on sent que ce rendez-vous est un besoin pour que tout le monde se retrouve. Puis on n'a jamais eu, dans notre histoire, autant de champions de France, européens, mondiaux. 464, c'est énorme et ça fait la fierté de Nice. Une soirée marquée par l'officialisation de grands projets, désormais le viseur est pointé vers l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030. Pour rappel, Nice accueillera les épreuves de glace ainsi que la cérémonie de clôture, un projet olympique main dans la main entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, présidé par Renaud Muselier. Quand on présente au Comité international olympique la démarche que nous avons eue dans les Alpes françaises, que nous avons remportée, quand le CIO a fini par Nice, je les ai accompagnés tout le long. Et quand ils ont fini ici, à Nice, ils ont dit soit ça sera la cérémonie d'ouverture, ça sera la cérémonie de clôture. Je leur ai dit, vous savez, donnez-nous la presse et la cérémonie de clôture, et vous aurez ici à Nice, pour les Alpes 2030, la cérémonie de clôture, et je suis sûr que ça sera tout à fait exceptionnel. Bravo Nice, vraiment bravo. Au cours d'une soirée animée par le commentateur niçois de beIN Sport Christophe Josse et marrainée par la toute jeune retraitée du monde du tennis, la niçoise Alizé Cornet, le parterre du Palais Nicaïa était garni de personnalités du sport. Le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, accompagné du recordman de victoires d'étape sur le Tour, le Britannique Mark Cavendish, ont été reçus sur scène, tout comme le coach de l'OGC Nice, Francaise, ainsi que quelques-uns de ses joueurs. Le capitaine Dante avait d'ailleurs une surprise pour le public. C'est un de mes objectifs de faire la 10e année avec le gym. Tout est presque fait pour faire cette 10e saison. C'est une bonne nouvelle pour moi et pour tout le monde. Et je suis très heureux, très fier de ça. Et bien sûr, si le coach me permettra, je vais arriver à mes 350 matchs. Je permets. Alors, l'histoire d'amour va durer. Je peux vous l'officialiser, puisque c'est le président Jean-Pierre River qui nous a demandé de l'annoncer. Dante sera niçois la saison prochaine officiellement. En fin de soirée, les 464 médaillés ont défilé un à un sur la scène, puis est venu le moment de décerner les tant convoités titres de champion des champions niçois. Chez les Paralympiques et les sports adaptés, pas de jaloux puisqu'ont été élus ex aequo Maxime Montagioni, champion de para-snowboard, et Raphaël Duté, champion du monde du 50 mètres brasse en natation adaptée. Chez les valides, c'est Manon Fiorot qui a obtenu le titre féminin. Elle devance la nageuse Charlotte Bonnet et la perchiste Margot Chevrier. On écoute d'ailleurs la combattante de MMA numéro 2 des poids mouches à l'UFC. Je suis très contente, très fière d'avoir gagné ce titre ici chez moi et je remercie du coup tout le monde, tout le public qui a voté pour moi, ça fait plaisir. Surtout pour un sport comme le MMA qui était encore pas légalisé il y a quelques années, donc de voir aujourd'hui cette reconnaissance, forcément ça fait plaisir et voilà, maintenant le meilleur reste à venir, j'espère vraiment ramener cette ceinture de l'UFC en France et à Nice. Chez les hommes, le Graal est revenu à Mackenson Gletti, le décathlonien niçois, médaillé de bronze au championnat d'Europe et 12e des Jeux de Paris. L'année 2024 pour moi ça a été l'une des meilleures années de ma vie parce que voilà, j'ai réalisé mon rêve d'enfant qui était d'aller aux Jeux. J'ai ramené une médaille internationale à la maison, 3e au championnat d'Europe, 2e meilleur performeur français de tous les temps, j'expose mon record. Non, c'était super. Donc c'est très symbolique. Je suis tout jeune à Nice, ça fait 3 ans. Honnêtement, je regrette pas du tout de m'être installé ici. C'est un super club, un très bon président. Une bonne infrastructure, c'est une ville qui est dynamique, qui est beau, qui est jolie. Tous ces éléments-là font que c'est une super ville et je me plais beaucoup. L'année, c'est quoi les objectifs ? Là, il y aura le Decastar et pour finir en beauté, il y aura les championnats du monde à Tokyo fin septembre. L'objectif, c'est la médaille ? Objectif, c'est d'aller chercher le plus haut et le plus fort de performance. Après une ultime photo de famille, tout ce beau monde s'est donné rendez-vous l'année prochaine pour célébrer encore plus de médailles et d'exploits sportifs sur la Côte d'Azur. Et vous commencez à en avoir l'habitude, on conclut cette émission par le fameux quiz, le thème spécial duo. On vient de passer la Saint-Valentin et j'ai en face de moi 3 binômes qui vont s'affronter. 2 questions pour chaque duo. En cas d'égalité, il y aura le fameux qui suis-je pour déterminer le vainqueur. Baptiste et Chen, vous êtes joker de chaque équipe. Vous pouvez sauver à tout moment, si besoin, les duos. Donc on a Andrea et Maxence, Malo et Lucas et Quentin et Lisa. Question d'abord pour Maxence et Andrea.
Cyclisme, bien sûr. Le Tour des Alpes-Maritimes a lieu ce week-end. Il y a un coureur français présent sur le podium des 2 dernières éditions. Qui est-ce? Tes 2 dernières éditions? David Gaudu? Non. Cosnefroy? Non plus. Kevin Vauquelin? Non plus. Sur les 2 dernières éditions? Ouais, il finit 2e et 3e, il me semble. Paré-Peintre? Aurélien Paré-Peintre. Paré-Peintre. Deuxième question. Tadej Pogačar, qui vit à Monaco, a remporté les Strade Bianche à 2 reprises, en 2022 et 2024. Mais à chaque édition, qui sont les 2 coureurs qui complètent le podium? Je donne le point. Il y a Wout van Aert, non? Si vous m'en trouvez 2. Vous pouvez me citer 4 noms, si vous en avez 2, c'est bon. MVDP, il fait pas. Non, je crois qu'il y a pas Wout van Aert qui a fini sur la boîte. Chaud. Strade Bianche. Il y a pas Wout van Aert. Je sais pas du tout. Tige Benoît? Non. Elle a encore 2 noms, pourquoi pas. On va en avoir un au moins. On n'a pas le droit à un petit indice? Nationalité peut-être? Espagnol? Espagnol. Alors là, c'est la bulle. Sur les 2 dernières éditions en espagnol? Il fait podium sur les 2 dernières éditions. Je trouve même pas. Non, c'était les 2 coureurs qui complètent le podium, donc en 2022 et en 2024. 2e et 3e de 2022 et 2024. Aucune idée. En espagnol? J'ai dit Rodriguez, mais non. Mais ça me paraît trop dur. Herrada? Non. Alors en 2022, Alejandro Valverde. J'allais le dire, mais... 2e. Ah ouais? Et Casper Asgreen 3e. Et en 2024, Tom Skuins et Maxime Van Gils. Ah ouais, fallait les alors, je les avais pas du tout. Question vraiment pas évidente, il fallait se remémorer tout ça. Question pour Malo et Lucas maintenant. Première question tennis. Il y avait un tournoi à Nice connu sous le nom d'Open de Nice, un ATP 250. Mais depuis quelle année ce tournoi n'existe plus? 2018. Vous validez 2018? Ouais, allez. C'était 2017. Oh là. J'allais le dire. Dommage. Doucement les points sur la table, Malo, il y a quand même une caution. Question triathlon maintenant. Cassandre Beaugrand est sacrée championne olympique l'été dernier à Paris. Mais en quel temps, Lucas? Enfin, je demande à Lucas parce que j'ai vu Malo direct baisser la tête. Est-ce qu'on a un... Plus ou moins 10 secondes près, ça te va? C'est dur quand même, c'est un format olympique. 5 allez, 2h01 moins. C'était 1h54 et 55 secondes. C'est dur. C'est le quiz spécial duo. C'est relevé. Maintenant, question pour Quentin et Lisa. Première question football. Dans 3 jours, on fêtera les 8 ans du 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre Monaco et Manchester City. Les Citizens l'avaient emporté à domicile 5-3. 2 joueurs avaient inscrit un doublé ce jour-là. Qui sont-ils? À City? 2 joueurs dans le match avaient inscrit un doublé. Falcao, là. Falcao en met un et l'autre joueur c'est... Le deuxième c'est Kevin De Bruyne. Non, c'est pas De Bruyne. Qui c'est qui? Je sais pas, je crois que c'était... Il y a 5-3 à l'aller. Falcao il en met 2, Mbappé il en met 1. Après il y a à Monaco, City, t'as Stones qui marque. Il y a De Bruyne qui marque. Agüero, mais doublé. Bravo. Un beau duo. Deuxième question basket. Cette fois-ci, lors de la saison 2022-2023, Monaco accède au Final Four d'Euroleague mais meurt aux portes de la finale. Mais elle opposait qui cette finale? En quelle année t'as dit? 2022-2023, donc il y a 2 ans. Ils perdent contre l'Olympiakos. Oui. Donc c'est l'Olympiakos qui est en finale. Et qui est en finale face à l'Olympiakos? Real Madrid ou Fenerbahçe? Choisis, un des 2. Tu en joues à 2. Oui, c'est un duo. À la base, hein. Real Madrid? C'est le Real. Voilà. Qui remporte. Voilà le duo. Donc bon, on a eu un point arraché un petit peu ici, un point arraché un petit peu ici. Bon, on finit par le qui suis-je, tant qu'à faire. Allez, qui suis-je, c'est parti. Tout le monde peut participer, les amis.
Baptiste Echene peut intervenir. La semaine dernière, j'avais en 2 secondes. La semaine dernière. Non, mais attends, C'est parti. Le qui suis-je, il n'est pas évident. J'ai 36 ans, je suis gaucher et je débute ma carrière professionnelle à seulement 17 ans dans le club de ma ville natale. Je suis proposé à Toulouse et à Lens, mais ces deux équipes me jugent trop faible pour la Ligue 1. La saison suivante, je m'affirme plus que jamais avec mon club et deviens un vrai espoir du football de mon pays. Il a dit Griezmann. Je vous jure, il a dit Griezmann. C'est pas Griezmann, Griezmann n'a pas 36 ans, les amis. Assieds-toi. On se rassoit tranquillement et on écoute la suite. Je signe alors dans un des plus grands clubs de mon pays, mais j'ai du mal à m'affirmer. J'enchaîne les prêts non concluants avant enfin d'être lancé par mon coach et d'enchaîner les belles performances au poste de latéral gauche. Je signe au Real Madrid pour 30 millions d'euros en 2011. Je remporte la Ligue des Champions. Formé à la SCAN. Je remporte la Ligue des Champions en 2014. Trop souvent blessé, pas toujours avec une hygiène de vie irréprochable, j'enchaîne de nouveau les prêts. D'abord à Monaco, le passage n'aura pas trop marqué, puis au Sporting avant de revenir dans mon club formateur de Rio Ave. J'ai 52 sélections au compteur, les amis. Attends, mais c'est Marcelo. c'est Contrao, ouais. C'est trouvé par Maxence juste avant Quentin Barbaza. Le duo MIF Sud remporte ce quiz de cette 14e. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 14e donc d'Azur Aimant Sport. Merci à Cyril Marcy pour la régie. On se retrouve dès mardi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. Bonne soirée sur DJFM. Ciao, ciao.